Alors bonsoir, Madame la Consul générale de Colombie, Monsieur le Consul général de l'Argentine, Monsieur le Consul général du Brésil, Madame la Consul générale de Cuba, Madame la Consul générale du Pérou, Madame la Consul générale de l'Uruguay, Madame la chargée des affaires politiques du Mexique. Si j'ai oublié quelqu'un qui est arrivé entre-temps, veuillez nous en excuser. Monsieur le recteur de l'UQAM, chers membres de la direction de l'université, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, bonsoir. Buenas noches. Mon nom est Neko Likongo, je suis le directeur du service des relations internationales de l'UQAM et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté le rôle de maître de cérémonie pour le lancement de cette 14e édition de la Semaine hispanophone dont le thème est cette année « Dialogue et différence ». Es con gran placer que acepté el rol de maestro de ceremonias para el lanzamiento de esta 14ª edición de la Semana de Habla Hispana, cuyo tema es Diálogo y Diferencias. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre invitation à cette soirée d'ouverture qui promet d'être riche. Je reconnais d'ailleurs dans la salle quelques visages fidèles et assidus année après année. Merci également pour votre fidélité. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre le recteur de l'UQAM, M. Stéphane Palage, et la consul générale de Colombie, Mme Luz Stella Jara Portilla, dont le pays est à l'honneur cette année. Ces deux allocutions seront suivies par la conférence intitulée COP16 en Colombie sur la biodiversité, enjeux et attentes, qui sera présentée par Mme Jimena Nieto Carrasco, ex-négociatrice environnementale pour la Colombie. Mme Nieto Carrasco se joindra à nous à distance. En effet, elle ne pouvait malheureusement pas se déplacer puisqu'elle est actuellement à Bogota où elle participe à plusieurs rencontres préparatoires en vue de la 16e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui débutera la semaine prochaine à Cali, en Colombie. Finalement, un cocktail offert gracieusement par le Consulat général de Colombie à Montréal conclura d'une belle façon la soirée. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant le recteur de l'UQAM à prendre la parole. Alors, mesdames et messieurs les consuls généraux, chers partenaires, chers collègues, chers amis de l'UQAM, bonsoir, buenas noches. En tant que recteur de l'UQAM, je suis très heureux de vous accueillir à l'inauguration de notre 14e semaine hispanophone. Madame la consul générale de la Colombie, chère Luz Stella Jara Portilla, merci d'avoir accepté de coprésider notre événement. L'UQAM, dont j'ai le plaisir d'être le recteur, a 55 ans cette année. Née de la Révolution tranquille en 1969, elle a pour mission fondamentale l'accessibilité aux études universitaires en français. Elle a, depuis sa création, été à l'avant-garde des mouvements sociétaux du Québec, n'hésitant jamais à remettre en question les conventions et à briser les tabous. L'UQAM compte aujourd'hui plus de 300 000 diplômés dans toutes les sphères d'activité. Elle est encore aujourd'hui le plus grand ascenseur social dont le Québec se soit jamais doté. Inclusive et ouverte sur le monde, l'UQAM multiplie les occasions de conscientiser sa communauté aux dynamiques interculturelles et aux différentes cultures d'ici et d'ailleurs. Ces valeurs marquent littéralement l'ADN de notre université. Nous encourageons grandement la mobilité étudiante et professorale. Vivre l'international est une expérience humaine unique. Il n'existe aucun cours universitaire qui remplace un séjour à l'étranger. J'ai personnellement fêté mes 20 ans à Carthagène lors d'un voyage en Colombie qui m'a mené des Andes aux Caraïbes, des Caraïbes à l'Amazonie. Ce séjour a littéralement changé ma vie. J'étais alors étudiant à l'Université de Liège et j'avais gagné un concours qui consistait à écrire un petit scénario de quelques lignes pour une publicité pour du café. Et je me suis retrouvé invité par les Cafeteros de Colombia. Et j'ai pu vraiment vivre la Colombie pendant une quinzaine de jours de l'intérieur. C'était magnifique. Au cours des dernières années, ce sont près de 500 étudiantes et étudiants de l'UQAM qui ont effectué un séjour prolongé dans un pays hispanophone.
L'UQAM a pu accueillir en échange un nombre similaire d'étudiantes et d'étudiants en provenance de 75 universités hispanophones avec lesquelles nous sommes partenaires. Depuis maintenant 14 ans, la semaine hispanophone de l'UQAM permet de tisser et de consolider des liens précieux avec plusieurs chercheurs et institutions du Québec, du Canada et de l'étranger qui participent à la diffusion de la langue espagnole et de la culture hispanophone. Notre École des langues, instigatrice de ces semaines hispanophones, participe à la singularité ucamienne avec ses programmes d'espagnol axés sur les compétences linguistiques ainsi que sur la culture, les médias et le tourisme. Elle collabore également avec des professionnels qui veulent approfondir leurs compétences et améliorer leurs aptitudes en communication dans leur domaine de spécialisation. Alors je tiens à remercier chaleureusement pour l'organisation de l'édition 2024 les professeurs Monica Soto, Jessica Payeras, Ayarit Guilen et Juliane Durazo, ainsi que la bibliothécaire Mélanie Verville et la directrice adjointe de l'Institut d'études internationales de Montréal, Caroline Doyon. La programmation de cette semaine hispanophone couvre tant la culture que la géopolitique et offre une excellente occasion de nourrir notre esprit et notre curiosité. Elle saura certainement rejoindre les préoccupations de notre communauté. À l'heure où le monde est déchiré par de nouvelles guerres, il est plus que jamais important de promouvoir la paix et l'échange interculturel. Les universités ont un grand rôle à jouer pour consolider la liberté, la paix et la démocratie. Bonne semaine hispanophone à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup, M. Palage. J'invite maintenant la consul générale de Colombie, Mme Luz Stella Jara Portilla, à venir vous adresser quelques mots. Buenas noches, bonsoir. Monsieur Stéphane Palage, recteur de l'Université de Québec à Montréal. Monsieur Nico Likongo, directeur des services de relations internationales de l'UQAM. Mes chers collègues membres du corps diplomatique et des corps consulaires à Montréal. Et Mesdames Monica Soto et Jessica Payeras, professeurs du département d'espagnol de l'École des langues. Madame Jimena Nieto, qui nous accompagne virtuellement depuis la Colombie. Et chers étudiants, chers invités, amis tous. Et merci beaucoup à vous tous d'être parmi nous ce soir. Je tiens d'abord à remercier sincèrement les autorités de l'UQAM pour cette invitation à co-présider la cérémonie de lancement de la 14e édition de la Semaine hispanophone à l'UQAM et d'avoir choisi la Colombie comme pays honoré à cette occasion. L'UQAM entretient une étroite collaboration avec la Colombie depuis plusieurs années à travers diverses activités telles que les échanges d'étudiants et de chercheurs, ainsi que menant conjointement des activités tant avec la section culturelle de notre ambassade à Ottawa qu'avec le consulat général de Colombie à Montréal. Et je tiens à souligner l'école d'été qui donne la possibilité chaque année à plusieurs étudiants de l'UQAM d'aller à Bogota pour suivre des cours d'espagnol à l'Université Javeriana. J'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux et je suis heureuse de voir leur sentiment positif et leur intérêt pour notre pays après l'expérience bogotana de l'école d'été. Je considère que la semaine hispanophone dans cette institution universitaire c'est une reconnaissance de la richesse de notre langue. Selon le rapport L'Espagnol dans le monde, annuaire 2023 de l'Institut Cervantes, en 2023, près de 105 millions de personnes ont l'espagnol comme langue maternelle. Ça veut dire les 2,2% de la population mondiale. L'espagnol est la deuxième langue maternelle du monde en nombre de locuteurs après le chinois mandarin et la quatrième langue en termes de nombre de locuteurs mondiaux après l'anglais, le chinois mandarin et l'hindi. On entend assez que le nombre d'hispanophones continue à augmenter dans les décennies à venir. L'espagnol est la troisième langue la plus utilisée sur Internet, la deuxième sur les grandes plateformes numériques et la quatrième langue la plus étudiée.
L'espagnol est aussi une langue largement parlée à Montréal. Je pense que nous sommes tous agréablement surpris lorsque dans la rue, dans un restaurant, dans un centre commercial ou dans toute autre institution, nous entendons souvent notre espagnol avec ses différents accents. C'est merveilleux de les entendre. Le thème de cette édition de la Semaine hispanophone est le dialogue et les différences. Quel sujet important dans notre monde actuel, plein de conflits internes et internationaux dans des endroits divers de la planète. Le dialogue accompagne l'homme presque depuis son apparition sur la Terre, même si l'histoire de l'humanité est pleine de conflits et de guerres. Nous devons nous demander si nous sommes encore capables de comprendre comment un dialogue profond peut nous conduire à comprendre l'autre. Le dialogue n'est pas une simple conversation ni un débat. Il ne s'agit pas de convaincre les autres d'adhérer à nos points de vue. L'objectif du dialogue est de surmonter les malentendus et de dissiper les stéréotypes afin de promouvoir la compréhension mutuelle et surmonter les différences basées sur le respect et la tolérance. Le dialogue nous permet de développer le respect mutuel pour construire des relations durables. Le dialogue vise à clarifier à la fois les similitudes et les différences sur n'importe quel sujet, construire des ponts entre ceux qui sont différents les uns des autres. Le dialogue transforme les relations humaines d'un état d'ignorance ou d'intolérance à un état de compréhension et de respect plus profond que de ce qui est partagé et de ce qui ne l'est pas. Finalement, je vais vous dire des mots sur le thème de notre conférence inaugurale. Le ministre colombien des Affaires étrangères, M. Luis Gilberto Murillo, a récemment déclaré: Estamos enfocados en una diplomacia ambiental y de la naturaleza que promueva la paz. En effet, l'une des grandes préoccupations de la Colombie et un axe important de notre politique étrangère est la protection de la biodiversité. En tant qu'un des 17 pays mégadivers sur la Terre, la Colombie est très fière d'accueillir dans les prochains jours la version 16 de la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique à la ville de Cali. Et la COP 16 est précisément le sujet de la conférence présentée par notre ancienne négociatrice environnementale, Madame Jimena Nieto, à qui je remercie encore une fois pour sa présence ce soir. Nous sommes complètement convaincus que la COP 16, l'événement le plus important au monde sur la biodiversité, se déroulera avec succès dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Consul Générale. Comme le disait M. Palage, c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Laissez-moi maintenant vous dire quelques mots sur la conférence COP16 en Colombie sur la biodiversité, enjeux et attentes que vous entendrez dans quelques instants. Cette conférence sera donnée par Jimena Nieto Carrasco. Madame Nieto Carrasco est avocate juriste à la Universidad del Rosario, en français l'Université du Rosaire, à Bogota. Elle détient un master en droit public international de la London School of Economics, ainsi qu'un certificat d'études politiques de Sciences Po Paris. Dans son rôle d'ancienne négociatrice du gouvernement de Colombie en matière de biodiversité, changement climatique et mercure, notamment, elle a co-présidé les négociations qui ont abouti à l'adoption en 2010 du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation. Ce protocole est un accord additionnel au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Au cours de sa carrière, Mme Nieto Carrasco a été conseillère auprès du Bureau des Affaires internationales du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la Colombie, ainsi que membre de la délégation colombienne lors des négociations de l'accord de Paris ratifié en 2015. Enfin, elle a partagé tout son savoir avec plusieurs étudiantes et étudiants qui l'ont côtoyée tout au long de sa carrière de professeur. Nous sommes extrêmement heureux qu'elle ait accepté de donner cette conférence dans le cadre de la Semaine hispanophone. Madame Nieto Carrasco, le micro est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, j'aurais vraiment aimé être avec vous ce soir à Montréal. C'est une ville que j'aime beaucoup et que j'ai réussi à connaître bien grâce précisément à la Convention de biodiversité, car comme vous savez, le siège du secrétariat
est à Montréal. Donc, vraiment, j'aurais beaucoup aimé être présente là-bas ce soir. Je voudrais remercier d'abord les autorités de l'Université de Québec à Montréal pour cette invitation, aussi Madame la Consul générale de la Colombie, Luz Estela Jara, pour me permettre ce soir de partager avec vous au sujet de la biodiversité. Je voudrais aussi remercier Monica Soto qui a été très patiente avec moi ces derniers mois. Et avec ça, je vais me permettre de partager quelques images. J'espère que vous pouvez les voir. Pour ce soir, je voudrais vous parler de cette réunion qui va avoir lieu à Cali, très prochainement d'ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir à Montréal. Et pour comprendre bien ce que c'est qu'une COP, mais je sais que sûrement beaucoup d'entre vous avaient déjà entendu ce mot, cet acronyme COP, parce qu'on en parle beaucoup, mais surtout quand il s'agit des changements climatiques, pas tellement quand il s'agit de la biodiversité. Alors, pour comprendre ce que c'est la COP à Cali, il faut d'abord comprendre ce que c'est la biodiversité. Donc, il y a une définition qui est commune à tous les pays et qui est d'ailleurs établie dans la Convention de biodiversité. C'est les organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques. Donc, la biodiversité, en fait, c'est la nature, c'est tous les êtres vivants. Et ça sert à beaucoup de choses, mais parfois on n'en a pas la conscience de à quoi ça sert la biodiversité. Ça sert bien sûr à nous donner de la nourriture, à nous habiller, à nous donner du plaisir si on va à la mer, si on va à la montagne. Et tout ça, c'est très important. Et je répète, on n'a pas toujours cette présence de la biodiversité et on n'est pas toujours aussi, on se sent pas toujours aussi près d'elle, malgré le fait qu'elle nous entoure et qu'elle est présente dans notre journée, dans notre quotidien. Le problème que la communauté internationale identifie dans les années 80, c'est le fait que la biodiversité est en train de s'effondrer, on est en train de perdre la biodiversité et disons, la science nous dit c'est à cause de 5 moteurs, 5 pressions principales qui sont les moteurs de cette destruction de biodiversité. D'abord, le fait qu'il y a l'artificialisation des milieux naturels ou la destruction des milieux naturels parce que les villes deviennent plus grandes ou parce qu'on a besoin de plus de terre pour cultiver ce qu'on mange ou bien simplement parce qu'on veut faire un pont qui traverse, ou dans le cas de la Colombie, on en parlait à une époque d'une autoroute qui allait nous permettre de joindre les États-Unis. Le problème, c'est que si on fait une autoroute qui passe par la zone la plus méga diverse du monde, qui est dans le Pacifique colombien, le Chocó, bien, l'effet sur la biodiversité, c'est énorme. Donc, c'est à ça qui fait allusion cette première moteur, cette première cause de perte de biodiversité. La surexploitation des ressources naturelles et le trafic illégal des espèces, le changement climatique global, pas besoin d'explication là-dessus, la pollution des océans, des eaux douces, de l'air. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et peut-être que vous avez entendu parler, de la pollution à cause du plastique. Parce que précisément en ce moment, on est en train de négocier, la communauté internationale, les États sont en train de se mettre d'accord sur un traité qui essayerait de combattre la pollution de plastique. Et bien sûr, il y a d'autres sortes de pollution que vous connaissez sûrement. Et finalement, le 5e moteur n'est peut-être pas assez connu, mais il fait référence à la traduction d'espèces exotiques envahissantes. Donc, les gens, parfois, ils voyagent avec des espèces parce qu'ils veulent les utiliser dans leur jardin ou parce qu'ils ont trouvé ça mignon ou pour des raisons. Et ces espèces sont introduites dans un écosystème
où elles deviennent envahissantes. Elles affectent d'autres espèces. Ça peut être une introduction volontaire, mais ça peut être aussi une introduction involontaire due à des phénomènes climatiques, etc. Donc, vous voyez, il y a 5 grandes causes de perte de biodiversité et la communauté internationale répond à ce problème global par l'adoption d'abord de la Convention sur la biodiversité, sur la diversité biologique en 1992, juste quelques mois avant de la fameuse Summit de la Terre, donc la fameuse conférence de la Terre qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 92. Peu avant, la communauté internationale donc, se met d'accord sur le texte de ce traité, cet instrument légalement contraignant pour les États, qui s'appelle la Convention de la biodiversité. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les pays en développement, comme le Brésil, comme la Colombie, comme la Chine, l'Inde, ils n'étaient pas très, très contents de ce traité. C'est-à-dire, ils avaient peur que ce soit une façon pour les pays développés de limiter l'utilisation de nos ressources. Et pourtant, ils arrivent un peu pas très contents, ce que je disais, à cette négociation. Mais ils en sortent, par contre, très contents, parce que quelque chose que la Convention de biodiversité a changé, c'est qu'avant qu'elle existe, le droit international avait dit que la biodiversité appartenait à toute l'humanité. C'était le patrimoine commun de toute l'humanité. Et à partir de la Convention de diversité biologique, c'est reconnu que la biodiversité appartient à ceux qui l'ont, le droit souverain sur la biodiversité. Donc, il y a un changement dans le droit international qui, pour les pays en développement qui concentrent la plupart de la biodiversité du monde, a été très important qu'on reconnaisse, que le monde reconnaisse que la biodiversité appartient à ceux qui l'ont dans leur territoire. Et on verra aussi que quand les objectifs de ces traités sont accordés par différents États, on voit bien sûr que le premier, c'est la conservation, parce que si on veut arrêter la perte de biodiversité, bien sûr, il faut commencer par conserver ce qu'on a. Mais pour les pays en développement, ils disent oui, mais moi, je veux utiliser aussi, parce que c'est important pour moi, pour sortir de la pauvreté, pour donner à manger à mes enfants, je voudrais aussi pouvoir utiliser cette ressource naturelle. Et on voit ce dialogue quand vous voyez le traité, c'est clair qu'il y a les pays en développement qui disent oui, conserver, mais aussi utiliser, et les pays développés qui répondent oui, utiliser, d'accord, mais durablement, c'est-à-dire en permettant à les générations futures de aussi pouvoir profiter de ces ressources. Et c'est le concept de la durabilité, du développement durable qui était très récent à l'époque et qui vient s'insérer dans le texte du traité. Donc, on a 2 objectifs, la conservation et l'utilisation durable des éléments de la biodiversité, et les pays en développement veulent encore un tout petit peu plus. Ils veulent que quand les pays développés viennent dans nos territoires pour obtenir, par exemple, des petites feuilles ou une grenouille ou un spécimen quelconque de la nature, et que nous, les pays d'origine, ayons un partage juste et équitable des avantages qui se découlent de l'exploitation de ces ressources génétiques. Et ici, on parle de ce que je disais, venir aux pays riches en biodiversité. Par exemple, penser à une compagnie pharmaceutique ou à une compagnie de l'agriculture, de la grande agro-industrie qui veulent faire de la recherche sur une plante ou sur un animal, et ils en prennent 2, 3, etc. Et après, ils découvrent des applications commerciales importantes. Donc, nous, ce qu'on exigeait à l'époque, c'était on veut un partage juste et équitable de ces avantages qui se sont découlés de l'utilisation de nos ressources génétiques. Donc ça, c'est le 3e objectif de la Convention. Et je m'arrête un peu là parce qu'on va voir que ça va être très important pour les discussions qui auront lieu à Cali. Quand vous
désolée à cause du titre, je n'ai pas traduit le titre, mais ce que je voulais dire ici, c'est que quand, quand, si vous lisez le traité, sûrement pour les avocats dans la salle, il y aura des sourires parce que le traité, il est très flexible en fait. Les obligations sont rédigées d'une façon à dire, bon, les pays, s'ils veulent, s'ils ont les moyens, s'ils ont rien d'autre à faire, ils pourront. C'est-à-dire un langage très peu contraignant, mais c'était le produit de cette négociation dont je vous parlais avant, qu'on voulait, il y avait des pays, surtout des pays en développement, qui ne voulaient pas des engagements trop durs. Donc, c'est pour ça que le langage est très général, très flexible, mais quand même, il appelle à la conservation in situ, c'est-à-dire là où la biodiversité se trouve. Et là, on est en train de parler des parcs nationaux, des réserves de la biosphère, des différentes zones protégées dans les différents gouvernements, mais aussi de la conservation ex situ. Et ex situ, c'est par exemple le biodôme à Montréal. Vous avez cette merveille qu'on peut aller visiter, où il y a la biodiversité en conditions ex situ. Ça, c'est de la conservation hors de l'endroit où elle se trouve. On peut parler aussi des obligations comme intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles du gouvernement. Donc, on voudrait que le ministre du Transport ait la biodiversité dans sa tête quand il pense à à des nouvelles autoroutes, ou pareil pour le ministère de l'Agriculture, pareil pour le ministère de la Santé, etc. Donc ça, c'est aussi une obligation de la Convention. Et remettre en état et restaurer des écosystèmes qui ont été dégradés, et penser aussi à l'obligation pour l'État de favoriser et encourager la recherche. Et ça, c'est très important, surtout dans nos pays en développement, où parfois la recherche est dans les universités, etc., n'est pas aussi protégée ou encouragée qu'on voudrait. Eh bien, c'est une obligation de la Convention. Éducation et sensibilisation du public. Et dans ce cas-là, le rôle des universités est aussi très important. Bien, on sait que les obligations du traité n'appliquent qu'aux États, mais les États peuvent de la même façon encourager les centres éducatifs à l'intérieur du pays pour que la biodiversité devienne un sujet de discussion, un sujet dans les écoles, les plus petits, mais jusqu'à aussi à l'université. Et il y a une obligation que vous voyez là en vert et qui est aussi très important vis-à-vis des discussions qu'on aura à Cali. Et c'est le fait que la Convention dit aux États préparer des stratégies, des plans d'action nationaux pour la biodiversité. C'est-à-dire, mettez dans un document de politique les pas que vous allez prendre pour respecter vos obligations sous la Convention. Et ça s'appelle SPAMB en français, NBSAPS en anglais, National Biodiversity Strategies and Action Plans. Et c'est très important parce que la Convention, comme je vous disais, dit au pays, bon, il faut que vous prépariez ça périodiquement et que vous racontez et que vous dites et que vous lui présentez au monde ce que vous allez faire pour atteindre les objectifs de la Convention. Et à Cali, je vous disais que ça va être important parce qu'on espérait, là, ça se voit pas très, c'est pas très, le panorama n'est pas très clair en ce moment. À une semaine de Cali, il y a que très peu de pays qui ont préparé leur NBSAPS. Mais bon, j'espère que les chiffres vont s'améliorer d'ici une semaine. Mais précisément, une des choses qu'on voulait à Cali, c'est que les pays présentent leurs plans d'action nationaux updated pour Cali. Il y a ici une obligation que je voudrais remarquer ici, c'est le fait que la Convention admet que les pays tout seuls ne peuvent pas, les gouvernements tout seuls ne peuvent pas faire tout ce qui demande la Convention. Alors, ils disent qu'il faut encourager la coopération avec le secteur privé. Et le secteur privé devient donc un acteur très important dans l'accomplissement des objectifs de la Convention de biodiversité.
Et aussi, il y a d'autres obligations, comme le fait qu'il faut évaluer les impacts sur l'environnement de n'importe quelle activité qu'un gouvernement qu'un gouvernement veuille développer. Et je vais entrer dans deux obligations qui sont importantes, surtout vis-à-vis de Cali. C'est ce qu'on connaît comme l'article 8 G, J comme Juliette. L'article 8 J dit que les États doivent respecter, préserver et maintenir les connaissances des peuples autochtones et des communautés locales qui sont d'intérêt pour la conservation de la diversité biologique. Donc, vous voyez, les trois verbes sont clairs dans le sens que ces connaissances des peuples autochtones appartiennent aux peuples autochtones et que les États ne sont qu'un gardien de ces connaissances. Donc, c'est très clair. Et après, vous voyez que le deuxième paragraphe de l'article 8G dit mais quand même, il faut les respecter, les préserver, les maintenir, oui, mais aussi il faut favoriser que ces connaissances autochtones qui sont tellement importantes pour la protection de la biodiversité peuvent être appliquées à une grande échelle. Et immédiatement après, on dit oui, oui, bien sûr, mais toujours avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, c'est-à-dire des peuples autochtones et des communautés locales. Et finalement, si ces connaissances vont s'appliquer d'une façon plus à une grande échelle, alors il devra se faire toujours avec le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances. Avec qui? Bien sûr, avec les peuples autochtones et les communautés locales. Donc, c'est un article très, très important sous la Convention qui fait référence directement à ce que, au terme, aux connaissances des peuples autochtones. Ici aussi, bien que c'est un peu peut-être technique pour cette conversation de ce soir, mais je voudrais aussi dire que le texte du traité dit communauté autochtone et locale, mais cela a changé il y a quelques années quand on était dans la COP en Inde. Les peuples autochtones ont réussi à trouver un accord avec les partis, avec les États, pour que ce langage soit changé, comme vous le voyez là en vert. Donc aujourd'hui, on parle de peuple autochtone et communauté locale pour faire une différence entre les deux. Et on comprend que communauté locale réfère à tout ce que chaque pays considère comme communauté locale dans leur territoire. Peuple autochtone, par contre, c'est commun à tous les pays. Donc, c'est un article important qui va être discuté. Son implémentation va être discutée à Cali, son mise en œuvre va être discutée à Cali. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. L'autre article que je voulais entrer un peu en détail, je vous avais dit déjà que la Convention dit, OK, la biodiversité appartient au pays où elle se trouve. Donc, c'est la souveraineté. Et dans ce sens, c'est chaque pays qui, dans sa législation nationale, dans ses lois internes, pourra déterminer comment autres pays ou autres acteurs pourront accéder aux ressources génétiques dans son territoire. Cela a été établi par la Convention. Et donc, dans le cas de Colombie, pour vous donner une idée comment cela se met en pratique, en Colombie, on a décidé que pour permettre à une entreprise ou quelqu'un de la recherche, etc., de venir et faire de l'accès aux ressources génétiques en Colombie, il faut un contrat. Il faut un contrat entre l'État et cette personne qui veut utiliser, cet utilisateur des ressources génétiques. Donc, ça a été établi dans la Convention. Plus tard, les pays membres de la Convention ont décidé d'adopter
ce que j'appelle un bébé de la Convention, c'est-à-dire un fils, un protocole, une législation postérieure qui naît de la Convention, qui s'appelle le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, de leur utilisation. Ce protocole, cette négociation qui a duré entre 6 et 7 ans, si je me rappelle bien, a été co-présidée par le Canada, par Tim Coges du Canada et la Colombie. Et Fernando Casas de la Colombie. Donc, ils ont co-présidé ce processus qui a culminé en 2010 à Nagoya, au Japon, avec l'adoption de ce protocole. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le protocole? C'est le nitty-gritty, le détail de ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire comment faire ce partage une réalité. Malheureusement, ni la Colombie ni le Canada ont ratifié ce traité encore. Et on va voir qu'il y a une nouvelle complexité à ce sujet, et c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de physiquement accéder à cette ressource génétique. C'est-à-dire, on a une grande compagnie pharmaceutique, une grande compagnie de parfums ou de cosmétiques, etc. Et c'est plus nécessaire de venir à l'Amazonie colombienne ou à Putumayo ou à Choco pour prendre la ressource physiquement. Maintenant, tout cela se trouve dans des banques de données aux États-Unis, en Suisse, etc., qui auront un open access, c'est-à-dire un accès libre à ces données, à ces ressources génétiques que maintenant se voit, comme vous voyez là dans l'image, comme ce code de barre des supermarchés. Et donc, on écrit aux scientifiques, à la banque, au Gene Bank, par exemple, et on dit, ouais, je voudrais l'information génétique de la stevia. Et donc, je reçois un email avec cette information. Et cela a provoqué que les pays en développement disent, mais alors le protocole de Nagoya, on n'a plus d'avantages parce que le protocole de Nagoya, c'était uniquement pour la ressource physique. Comment on fait pour obtenir des avantages économiques ou non économiques c'est-à-dire, on ne parle pas seulement d'argent, mais on parle d'autres avantages dans la recherche, etc., quand cette information est dans des banques numériques. Et ça, c'est un des sujets clés qui vont être discutés à Cali. Comment obtenir des avantages et comment et réussir à avoir un partage juste et équitable de ces avantages quand les ressources génétiques sont des banques. Il faut aussi dire, je vais revenir un peu plus tard à ce sujet aussi, quand je vous raconterai un peu ce qui vont être les principaux sujets à Cali, mais avant, il faut aussi parler du protocole de Cartagena. Le protocole de Cartagena, en fait, n'a pas été adopté à Cartagena. On pourrait le penser parce que les traités ont toujours le nom de la ville où ils ont été adoptés, mais à Montréal, dans l'année 2000. Mais on l'a baptisé avec le nom de la ville colombienne en reconnaissance au ministre colombien et à la délégation colombienne de l'époque qui ont réussi qui ont réussi à obtenir un accord des parties, un consensus après une réunion à Cartagena. Et monsieur le directeur avait mentionné son voyage à Cartagena, une très belle ville. On était là-bas en 1999, mais la réunion a été vraiment tout, mais pas un succès. On n'a pas réussi l'adoption du protocole à l'époque. On a dû donc revenir à Montréal. Je me souviens beaucoup parce que c'était l'année 2000, c'était en janvier. Et nous, les négociateurs des pays en développement, on ne savait pas que le monde avait des températures moins 30 degrés. Donc, on n'avait pas ce qu'il fallait pour s'habiller à Montréal en janvier. Et le gouvernement du Canada nous avait prêté des manteaux et des bottes je crois que c'était des militaires canadiens, mais nous, je me souviens beaucoup des uniformes qu'on avait eu pour pouvoir
défier le froid à Montréal à l'époque. Et c'est là qu'on a réussi à adopter le protocole de Cartagena qui traite des organismes vivants modifiés, génétiquement modifiés. C'est une régulation internationale qui permet de demander à un pays importateur d'organismes vivants modifiés, de Genetically Modified Organisms, de GMOs, de dire s'il veut accepter ces organismes modifiés ou pas. Donc, c'est le mécanisme principal du protocole, c'est qu'il faut demander avant et obtenir le consentement du pays importateur. Après, j'ai eu la chance de co-présider avec le Royaume des Pays-Bas le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation qui essaye de répondre à la question qu'est-ce qui se passe si s'il y a un problème avec la biodiversité à cause d'un organisme génétiquement modifié. Et maintenant, on arrive finalement à ce que c'est les organes de la convention de ce traité. Donc, on arrive finalement à ce que c'est qu'une COP. Une COP, c'est cette assemblée des parties où tous les pays se réunissent pour prendre des décisions en relation avec ces trois traités dont je vous parlais. Donc, à Cali, en fait, il y aura lieu la COP 16, c'est-à-dire c'est la 16e fois qu'on se réunit parce qu'on se réunit sous la Convention de biodiversité tous les 2 ans. Pas comme au changement climatique, c'est chaque année. Ici, c'est tous les 2 ans. Donc, c'est la 16e conférence des parties de la Convention de biodiversité. C'est aussi la 11e conférence des parties du protocole de Cartagena et la 5e conférence des parties du protocole de Nagoya. Pour les protocoles, en fait, ça ne s'appelle pas conférence de parties, ça s'appelle la réunion des parties, et la MOP en anglais, Meeting of the Parties. Donc, comme je vous disais, c'est une réunion où les parties, où les États se réunissent pour prendre des décisions. Le secrétariat de la Convention de biodiversité est à Montréal, rue Saint-Jacques, et donc, et en ce moment, c'est l'Allemande Astrid Schumacher qui a été élue secrétaire générale de la Convention. Et ils sont en charge de la page d'Internet, ils sont en charge de toute la logistique, ils sont venus à Cali pour voir que le centre de convention allait marcher bien, etc., qu'il y avait des hôtels, etc. Ces devoirs administratifs qui sont la responsabilité du secrétariat. Il y a d'autres organes de la Convention, mais peut-être que je ne vais pas entrer en détail. Je voudrais juste dire que de ces 16 réunions qu'on a eues jusqu'à maintenant, la dernière a eu lieu à Montréal, en fait. Elle s'appelle Kunming Montréal, elle s'appelle la COP de Kunming Montréal parce qu'elle devait avoir eu lieu en Chine, mais à cause de la pandémie, etc., c'est le siège du secrétariat qui a dû s'en charger, c'est le Canada qui a dû nous loger dans cette occasion, mais elle a été présidée par la Chine. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce Kunming Montréal, toujours quand on fait référence à la COP, à la dernière COP avant la COP 16. J'ai déjà dit que la fonction principale de la COP, c'est d'adopter des décisions par consensus. Et qu'est-ce que c'est le consensus? C'est vous verrez la ministre avec ce marteau dans la main et elle doit demander à la salle le dernier jour, le 1er novembre, sûrement au plein milieu de la nuit, quand on aura fini nos travaux, est-ce qu'on peut adopter cette décision? Et le consensus, c'est que tout le monde reste en silence. Le consensus, c'est pas l'unanimité, c'est pas la majorité, c'est juste l'absence d'objection. C'est-à-dire qu'aucune délégation prenne son drapeau et dise je objecte. Donc, c'est important de connaître la définition de consensus au sein des Nations Unies. Et à Montréal, en 2022, ce qui a été adopté par consensus, précisément, c'est ce qu'on appelle le cadre mondial pour la biodiversité Kunming Montréal. Donc, 4 objectifs pour 2050, 23 targets pour 2030 et qui sont aussi une invitation pour
pas seulement les États membres des Nations Unies, pas seulement les États qui sont partis de la Convention, mais pour tous les niveaux de gouvernance et tous les acteurs de la société. Donc, c'est une décision qui a été prise à Montréal en 2022 pour essayer de mesurer, de donner des dates, des indicateurs, disons, pour pouvoir savoir, pour faire en sorte qu'on puisse déterminer si les pays sont en train de répondre à leur engagement sous la Convention. Et ici, vous avez vu que j'ai beaucoup mentionné les États parce qu'ils sont les acteurs principaux du droit international, mais dans la Convention de biodiversité, il y a d'autres acteurs qui sont aussi très, très importants, qui sont connus comme les observateurs, par exemple, les universités ou les autorités locales, les jeunes et les femmes, les peuples autochtones et les organisations non gouvernementales, mais aussi les organisations de l'industrie, du secteur privé sont des acteurs très importants dans ces discussions. Euh, dans ces discussions. Dans le cas de la Colombie, et je vous prie de faire cet exercice pareil, d'où vous venez pour votre pays, vous pourriez sûrement faire le même exercice. Dans le cas de la Colombie, on est un pays en développement, c'est-à-dire on se considère comme un pays en développement. Rappelez-vous que dans les Nations Unies, chaque pays peut décider sans intérêt, par des critères d'aucune sorte. Chaque pays est souverain de déterminer s'il veut être un pays en développement ou un pays développé. Donc, pour le cas de la Colombie, on est un pays en développement, malgré le fait qu'on a réussi à entrer à l'Organisation de la coopération et du développement récemment. On fait partie de la région d'Amérique latine et les Caraïbes, et notre groupe de négociation s'appelle le GRULAC. Ça veut dire le groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, on est 33 pays. Nous nous réunissons tous les jours ici à Cali, donc ça va être tous les jours à 9h du matin, pour essayer d'arriver à la réunion du plein avec des projets. On essaye au moins d'avoir des positions communes. On fait aussi partie du groupe des 77 et la Chine, et on fait partie particulièrement d'un groupe que nous, on a créé dans les années 2000 et qui s'appelle le groupe des pays mégadivers. C'est-à-dire, on a réussi à réunir les pays qui ont le plus de biodiversité dans le monde. Donc, pensez Chine, Afrique du Sud et l'Inde, le Madagascar, l'Indonésie, la Malaisie, mais aussi le Brésil, la Colombie, le Costa Rica. Et on est 17 pays et on s'appelle le groupe des pays mégadivers. On s'appelle en fait le Like-Minded Megadiverse Group en anglais. L'agenda pour la COP est prêt et on a plus de 30 sujets entre celle-là, plus le protocole de Cartagena, plus le protocole de Nagoya. Donc, il y a beaucoup de sujets qui vont être abordés à la COP et qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de détailler. Mais je voudrais peut-être faire référence, puisque j'ai à trois de ces sujets que vous avez juste vus, que je pense qu'ils vont être particulièrement importants. Le premier, c'est ce que je vous avais déjà mentionné au sujet du mécanisme multilatéral de partage des avantages découlant de l'utilisation de l'information de séquences numériques des ressources génétiques. Parce que, en fait, à Montréal, en 2022, les partis ont décidé qu'ils allaient créer un mécanisme multilatéral pour recevoir ces avantages monétaires. Et cela était un fonds mondial était inclus. Mais comme je vous avais déjà avancé, qui va contribuer à ce mécanisme multilatéral? Comment? Combien? Donc, ce sera une discussion très acharnée, je pense, à Cali pour déterminer comment obtenir ces ressources. Les ressources financières qui vont entrer dans le mécanisme multilatéral seront consacrées à la conservation de la biodiversité, mais surtout à réussir les objectifs du plan du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal.
Le deuxième sujet important, la révision du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, surtout l'examen de la mise en œuvre. Comment est-ce que les pays ont défini des cibles nationales et quelles sont les stratégies, les plans d'action que les différents pays vont présenter pour partager avec le monde qu'est-ce qu'ils ont prévu pour réussir le cadre mondial. Donc ça, je vous ai aussi parlé un petit peu au début. Et finalement, au sujet du groupe du 8G, les peuples autochtones depuis plusieurs années déjà, veulent que que le groupe de travail sous la Convention qui discute tous les sujets des connaissances des peuples autochtones, etc., devienne un nouveau organe subsidiaire, c'est-à-dire deviennent un peu plus robustes sous la Convention, deviennent un espace qui puisse se réunir chaque année, qui ait un budget pour se réunir, etc. Et ils espèrent que cela va être décidé à Cali. De sa part, le gouvernement national a décidé que la COP16 va s'appeler faire la paix avec la nature. Donc, c'est le logo, disons, que la Colombie veut imprégner à cette COP. Et pour savoir qu'est-ce que c'est que faire la paix avec la nature, vous aurez l'occasion à Cali il y aura plusieurs débats parce que, bien sûr, c'est un concept qui n'est pas le même pour tout le monde, mais qui est vraiment important de discuter. Qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on entend pour paix avec la nature. Et oh, pardon, je crois que j'ai perdu ma présentation, mais aussi le deuxième sujet qui a été important pour le gouvernement colombien et en particulier pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Susana Muhammad, c'est qu'elle voulait faire en sorte que cette COP ne soit pas restreinte uniquement aux délégués des gouvernements, aux délégués qui sont accrédités officiellement par les Nations Unies, mais qu'il y ait aussi un espace où les gens de la rue puissent discuter, puissent voir des spectacles, manger, tout autour de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle la zone verte. Et la zone verte va être à côté de la rivière à Cali. Et pour accéder à la zone verte et à tous ces événements qui auront lieu près de la rivière, on n'a pas besoin d'être accrédité par les Nations Unies, on n'a pas besoin juste, il faut être à Cali, et donc il y aura plein d'opportunités de parler de la biodiversité, d'avoir des échanges sur la biodiversité, de toutes sortes. Je veux dire, il y aura des danses, des food trucks, toutes sortes de manifestations autour de la biodiversité. Et j'ai déjà parlé, je crois, des autres sujets qui sont dans la liste, l'importance que les pays présentent leur stratégie. Et peut-être un que je n'ai pas mentionné avant, c'est le fait que la ministre voudrait qu'il y ait un lien très clair entre les discussions qui auront lieu au Brésil pour la COP 30 des changements climatiques en 2025 et Cali. Donc, elle parle d'une voiture qui nous promènerait de Cali à Belém do Pará, la ville au Brésil où aura lieu la COP 30, mais pour dire que les deux conversations devraient se tenir en même temps. C'est-à-dire, je dois protéger la nature en luttant contre les changements climatiques, je dois lutter contre les changements climatiques en protégeant la nature. Et paradoxalement, cette discussion au niveau international et au niveau des différents forats ne se donne pas d'une façon très claire ni très fluide. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on aimerait qu'à Cali se présente. Ceci, c'est la zone verte, la zone bleue dont je vous ai parlé avant, la différence. Et avec ça, j'espère pouvoir répondre à vos questions si vous en avez.
Merci beaucoup, Madame Nieto Carrasco, pour cette passionnante conférence sur l'effondrement de la biodiversité et les enjeux qui seront discutés lors de la COP 16. Alors, une des preuves que votre intervention a été très intéressante, c'est que nous n'avons pas vu le temps filer. Et il nous resterait peut-être quelques minutes pour, je dirais, 3 questions. J'imagine qu'il y en a plusieurs dans la salle, mais commençons avec 3 questions s'il y en a qui en ont. Et il y a un micro qui a été placé juste ici, dans l'allée. Et si vous pouviez simplement vous identifier et poser votre question. Madame Nieto Carrasco, vous nous entendez toujours bien? Oui, parfait. Oui, Allez-y. bonjour, Madame Carrasco. Mon nom, c'est Frédéric Verroy. J'ai beaucoup, comment dire, étudié les enjeux relatifs à la préservation de la biodiversité. Un des points que vous avez soulevés, sur lesquels je n'étais pas conscient, c'était le fait que le Canada puis la Colombie, en fait, n'avaient pas ratifié encore le protocole de Nagoya, vous avez mentionné. Là, je suis conscient que la Colombie, en fait, est l'autre. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce surprise peut-être relativement à ça ou à d'autres engagements? Comment dire, souvent les pays hôtes essaient de faire des engagements pour mobiliser les autres États. Si vous aviez des informations par rapport à ça, ce serait intéressant. Puis comprendre aussi pourquoi le Canada et la Colombie n'ont pas ratifié le protocole de Nagoya. Merci beaucoup. Mais merci à vous pour cette intéressante question. En fait, oui, on aurait bien voulu ratifier ce traité, surtout que, comme j'avais dit au début, c'est la Colombie et le Canada qui ont présidé la négociation. Malheureusement, dans le cas de la Colombie, et j'admets que je ne connais pas la situation du Canada, mais dans le cas de la Colombie, on nous a exigé au gouvernement de faire ce qu'on appelle une consultation avec les peuples autochtones en Colombie à niveau national et pour leur demander s'ils étaient prêts, s'ils voulaient bien ou s'ils étaient d'accord qu'on ratifie le traité. Parce que le protocole de Nagoya, il fait référence aussi aux connaissances des peuples autochtones euh, euh, liées aux ressources génétiques. Donc, ce qu'on a ce qu'on a, ce que la, ce que le ministère de l'Intérieur a décidé, c'est si on veut ratifier, il faut faire cette consultation qui prend beaucoup de temps et qui est extrêmement intense en ressources. Et depuis 14 ans qu'on essaye de la faire, que le gouvernement essaye de la faire, et cela n'a pas été possible. Donc, on avait un peu l'espérance, je ne suis plus au gouvernement, donc ça, il faut faire cette clarité, mais on avait l'espérance que pour Cali, la Colombie allait annoncer peut-être qu'on avait réussi à avancer dans le processus de ratification, mais je sais maintenant que ça va être pas le cas, donc on continuera de ne pas faire partie. Merci beaucoup pour la question et votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah, ici, oui. Est-ce que c'est possible de venir au micro, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour votre présentation. Je m'intéresse à savoir, dans le cadre du programme de la COP 16, quelle est la place de l'éducation, tout en considérant que, si je comprends bien, grâce à votre présentation, la COP s'intéresse à traiter les grandes lignes directrices à venir, les actions concrètes à venir. J'aimerais savoir quelle est la place de l'éducation et des programmes ou des politiques éducatives en ce qui concerne la biodiversité. Merci. Merci à vous pour la question. Oui, il y a un sujet, un item de l'agenda qui est spécifiquement sur le sujet de l'éducation et c'est le item 15 sur les communications, l'éducation et la conscience du public dans les sujets de la biodiversité. Et les parties essayent de se mettre d'accord sur quel doit être le rôle, disons, des États dans cette éducation et cette conscience du public au sujet de la biodiversité. Mais surtout, on en parle beaucoup aussi
avoir les ressources nécessaires pour que dans les pays en développement, cette éducation puisse se faire aux endroits les plus lointains des territoires, qu'on puisse arriver avec cet apprentissage sur la biodiversité un peu partout. Et ça, disons, c'est la réponse que je vous donne sur la zone bleue. Mais la zone verte, en tout cas dans le cas de Cali, cet espace où il y aura toutes sortes d'événements pendant les 2 semaines, il y a beaucoup de présence des institutions éducatives, pas seulement de la Colombie, mais du monde, qui ont pris des espaces à Cali. Donc, ils ont pris, par exemple, je vous donne... bon, non, je ne veux pas nommer un pays, mais par exemple des pays qui ont pris des espaces, un théâtre, par exemple, et qui vont faire des séances tous les jours éducatifs avec des professeurs qui vont venir du monde entier pour parler de la biodiversité. Donc, je crois qu'au moins à Cali, il y aura un des héritages qu'on veut garder après que la COP sera partie, ces connaissances qui vont être partagées et qui vont arriver, j'espère, à des zones du pays, dans le Pacifique colombien, que d'autres façons n'auraient eu jamais accès à de tels espaces. Donc, j'espère que ça va être un des résultats positifs de cette réunion. Merci beaucoup. Merci pour la réponse également. Est-ce qu'on aurait une dernière question à poser à notre conférencière? Je sais que je suis la seule chose entre vous et le verre de vin, et que j'espère que c'est de la région. Donc, je comprends qu'il n'y ait plus de questions. Je me permettrais peut-être une dernière question pour vous, puisque vous êtes vraiment à la veille du début des travaux de la COP 16. Est-ce que le climat est positif? Est-ce que les gens s'attendent à... Parce qu'il y a quand même, on a vu, là, il y a beaucoup d'enjeux qui vont être discutés. Comment est l'ambiance en ce moment pour les parties? Comment voient-elles les choses arriver? Oui, c'est-à-dire, on espère qu'on aura un esprit constructif, on espère que ce sera un endroit sûr pour les discussions à niveau international, et on espère que ces risques dont vous parlez ne vont pas se matérialiser. Sur ce point, je ne peux pas plus vous dire sur ce point. On vous souhaite que le consensus dont vous parliez soit atteint. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Écoutez, merci pour cette période de questions. Un immense merci à Mme Nieto Carrasco. Nous suivrons, comme vous avez pu le constater, la COP 16 de près. Et c'est ce qui met fin au lancement de la 14e édition de la Semaine hispanophone. Jusqu'à jeudi de cette semaine, je vous invite à participer en grand nombre aux activités proposées. Le programme est très riche. Vous trouverez la programmation détaillée d'ailleurs sur le site web de l'événement, semaine hispanophone en un seul mot.ucam.ca. Il reste encore quelques places aux conférences. Et sur ce, je vous invite à rester des nôtres pour le cocktail qui, je vous le rappelle, nous est gracieusement offert par le Consulat général de Colombie à Montréal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée, ainsi qu'une très belle semaine hispanophone. Y les deseo a todos una excelente velada y una maravillosa semana de habla hispana.